Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspectives d'architecte, podcast sur les architectes pour les architectes. Je suis Hélène Senoy. Je suis Axel Bertrand, nous sommes avocats associés du cabinet Asten Avocat, cabinet d'avocats en droit de l'urbanisme et de la construction publique-privée basé à Paris et à Nancy. Nous intervenons notamment aux côtés d'architectes. Perspectives d'architecte, c'est le podcast qui donne la parole aux architectes. Dans le dernier épisode, nous avons eu le plaisir d'accueillir et d'écouter Ekaterini Dotsika, architecte HMONP, fondatrice de Telia Architecture. Et dans ce nouvel épisode, nous aimerions rebondir sur deux sujets qui ont été particulièrement abordés par Ekaterini pour apporter notre regard d'avocat, en tout cas autant que nous le pouvons. Le premier sujet concerne les exigences du voisinage et les contraintes politiques sur les projets de construction, ainsi que la manière dont ces exigences et ces contraintes peuvent peser, peuvent affecter les projets. Le second sujet, donc parfois lié d'ailleurs au premier, il concerne les prestations complémentaires et leur impact sur la rémunération de l'architecte. Alors, sur le premier sujet, Ekaterini nous avait pas mal parlé d'un de ses projets phares à propos duquel elle expliquait que ça avait été un vrai succès du fait de la bonne prise en compte, notamment des exigences du voisinage et puis des contraintes politiques. Ce qui avait permis de monter un permis de construire acceptable pour les voisins, pour la commune et de donner lieu ensuite à un programme intéressant. C'est un sujet d'ailleurs absolument essentiel aujourd'hui dans un contexte de tension du marché de la construction et du marché immobilier avec une transformation aussi des projets, de construction, de leur nature. Il y a aujourd'hui une chute du nombre de permis de construire délivrés. C'est devenu difficile d'obtenir un permis de construire, alors pour des raisons, diverses, parfois liées à un contexte politique local. Et puis il y a aussi une chute des mises en chantier, là aussi pour des raisons, variées, parfois liées à des contentieux, avec des recours de voisins, qui peuvent in fine bloquer le financement, et donc même le projet qui, finalement, à la fin, ne se fait pas, même s'il y a eu un permis de construire. Donc finalement, il y a un double sujet, mais qui est lié. Il y a le risque de recours par des voisins ou des associations aussi, qui aujourd'hui est quand même assez élevé, assez systématisé. Et puis il y a le risque de refus de permis de construire, qu'on peut qualifier de politique, ou en tout cas un refus qui n'intervient pas réellement pour des motifs juridiques, et qui est caché par des motifs juridiques, mais qui en fait repose sur des considérations politiques. Sur le risque de recours contre le permis de construire, d'abord, on ne le dira jamais assez de notre côté, il faut sécuriser l'autorisation. Donc la sécuriser sur un plan juridique, en s'assurant de sa meilleure conformité aux règles d'urbanisme. Et sur ce point, d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à faire appel à un professionnel. Alors je sais que c'est un discours qui n'accroche pas toujours parce qu'on a l'impression que ça peut avoir un coût, que l'on pourrait éviter, de faire sécuriser, de faire appel à un professionnel. Mais c'est un coût qui est bien inférieur à celui qui surviendrait en cas de difficulté. En fait, c'est un investissement. Si on a un recours, par la suite, ça va coûter beaucoup plus cher, si on n'a pas sécurisé, l'autorisation avant. Donc c'est important de sécuriser, l'autorisation sur le plan juridique. Et puis après, au-delà du pur juridique, il y a 3 stratégies, complètement différentes qui peuvent être envisagées pour limiter le risque de recours. Alors la première, c'est aller voir les voisins tôt pour leur présenter le projet, voire les associer au projet. La deuxième, ne pas aller voir les voisins du tout, déposer le permis, l'obtenir et l'afficher ensuite pour démarrer les travaux. Et puis la troisième, un peu un entre-deux, aller voir les voisins en maquillant le projet ou en tout cas en l'édulcorant, en le présentant d'une certaine manière pour quelque part essayer de chercher, de forcer l'adhésion au projet. Alors de notre expérience, cette dernière stratégie, c'est vraiment la pire, parce que les voisins finissent par connaître le projet accepté qui va sortir de terre et ils ont l'impression d'avoir été pris en fait, un peu pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire pour générer un contentieux et même un contentieux agressif. Alors sur les 2 autres stratégies, aller voir les voisins ou ne pas aller les voir, je dirais que tout dépend de la situation et du type de projet
Mais c'est vrai qu'en règle générale, aujourd'hui, au moins pour des projets, en tout cas d'une certaine dimension, le mieux, c'est ce que nous recommandons en tout cas, c'est d'aller voir les voisins. Il faut aller voir les voisins pour parler avec eux, pour leur présenter le projet et ça permet déjà de voir s'il peut y avoir des points bloquants, de connaître des points de tension, par exemple sur, des retraits, des vues qui seraient créées, une perte d'ensoleillement sur le projet et de voir si il est possible de modifier ces points bloquants, si besoin. Alors on peut avoir déjà anticipé, tout ça, comme l'expliquait d'ailleurs Ekaterini pour son projet, en concevant un projet qui minimise l'impact sur les voisins. On prend les voisins en compte finalement, avant même d'être allé les voir, mais bon parfois, c'est pas envisageable, parfois, on n'imagine pas les demandes que pourraient avoir certains, voisins. Donc voilà, il faut ensuite l'envisager par la suite et en discuter avec les voisins et cette discussion permet d'ailleurs d'identifier le niveau de risque et donc d'anticiper le risque de recours. Finalement, c'est ça, c'est l'anticipation avec la sécurisation du projet pour éviter les recours, et ça peut d'ailleurs faire l'objet de négociations en amont à formaliser dans un protocole dans lequel le voisin ne s'engagerait à ne pas attaquer le permis de construire. On peut aussi négocier, bien sûr, après le recours d'un voisin, et protocoler, mais finalement, on aura perdu du temps. Donc l'idée, c'est d'anticiper. Alors c'est vrai que c'est une stratégie qui est loin d'être infaillible. On connaît tous des situations avec un porteur de projet qui a discuté avec des voisins, on a l'impression qu'il n'y a pas de risque de recours, il a peut-être modifié son projet et finalement, à la fin, un recours tombe. Alors c'est vrai que c'est une stratégie qui est loin d'être infaillible. On connaît tous des situations où le porteur de projet a discuté avec des voisins, il y a peut-être eu des modifications du projet, on a l'impression qu'il n'y a pas de risque de recours et finalement, à la fin, un recours tombe. Mais si on ne parle pas aux voisins, il me semble qu'en tout cas, on se prive d'une chance d'éviter le recours. Donc c'est dommage et même dans certains, scénarios, on peut accroître le risque de recours parce qu'il faut se mettre à la place des voisins, qui, du jour au lendemain, peuvent voir apparaître un panneau de permis de construire affiché sans qu'ils n'aient eu connaissance du projet et ça, ça peut, engendrer un recours dans certaines situations. Alors ça ne veut pas dire évidemment céder à toutes les demandes des voisins, ça doit être l'objet d'arbitrage en interne sur ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. C'est aussi l'objet d'ailleurs des négociations et en tout cas, c'est, voilà, recommandé d'aller discuter avec les voisins. Sur le risque politique, finalement, c'est un petit peu la même approche. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de communes qui pratiquent la préinstruction ou en tout cas qui demandent que le projet soit présenté en amont du dépôt du permis de construire. D'ailleurs, les professionnels, le plus souvent, présentent le projet en mairie, ce qui n'est pas forcément le cas pour des plus petits projets de particuliers. C'est pas forcément la même logique. Là, on parle plutôt de projets, professionnels ou d'une certaine taille. Mais c'est un sujet qui est un petit peu plus difficile à manier parce que c'est vrai qu'il y a le droit, avec des règles d'urbanisme qui permettent de faire tel ou tel projet en théorie, qui peut être le plus intéressant avec la constructibilité de la parcelle. Et puis il y a la politique avec des élus qui peuvent souhaiter tel ou tel projet, tel ou tel type de projet en termes de nature de projet, ne pas dépasser une certaine hauteur alors que le PLU permet de faire plus, par exemple, plein d'hypothèses, qui peuvent même s'opposer à certains porteurs de projets. Donc il y a tout un tas de raisons politiques, de contexte local et là, c'est plus difficile parce que c'est vrai que si le porteur de projet s'oppose aux politiques, il est susceptible de se diriger vers un contentieux. En tout cas, il prend le risque de se diriger vers un contentieux. Et donc là, c'est un arbitrage à faire en interne, porteur de projet par porteur de projet par projet aussi. Est-ce que, le porteur de projet est prêt à prendre ce risque de contentieux? Et sinon, est-ce que ces demandes, les demandes des élus de la collectivité sont ou non acceptables? Si elles sont acceptables, alors pourquoi pas? On fait un projet qui, est, conforme aux demandes de la mairie et puis il y aura pas de difficulté. Si par contre, ces demandes ne paraissent pas acceptables et si on a envie de faire un projet, que la mairie ne souhaite pas voir réalisé alors qu'il est conforme aux règles d'urbanisme, il faut déposer cette demande, quitte à avoir un refus et être prêt à partir en contentieux. On attaque le refus avec une demande d'injonction à la fin.
Passons maintenant au second sujet, celui des prestations complémentaires. Comme nous l'évoquions, les prestations complémentaires sont parfois liées aux contraintes politiques et de voisinage qui viennent d'être abordées par Axel. Et en effet, si le projet est impacté par ces contraintes, l'architecte doit intervenir pour faire évoluer son projet et de ce fait l'adapter. Ces évolutions supposent donc la réalisation de prestations qui n'étaient initialement pas prévues au contrat, mais qui s'y ajoutent nécessairement en cours de projet. Ces prestations, considérées comme complémentaires, doivent donc faire l'objet d'une rémunération complémentaire au prix prévu par le contrat initial pour la mission de base. Dans le dernier épisode, Ekaterini nous parlait justement des difficultés qu'elle rencontre dans le cadre de la réalisation de prestations complémentaires et de leur impact sur la rémunération de l'architecte. Concrètement, la rémunération des prestations complémentaires dépend de la nature des prestations demandées et se calcule selon différents modes: forfait fixe, pourcentage du coût des travaux, taux horaire ou journalier. En pratique, bien que cela ne soit pas exhaustif, trois principales difficultés liées au paiement des prestations complémentaires sont fréquemment rencontrées par les architectes. La première difficulté concerne l'absence d'accord écrit ou d'avenant formalisé pour les prestations complémentaires et qui interviennent souvent en cours de projet lorsque des modifications sont demandées par le client ou imposées par des contraintes imprévues. Prenons par exemple les nouvelles réglementations. Et sans avenant formel, l'architecte peut avoir du mal à prouver que le maître d'ouvrage a vraiment accepté les dites prestations complémentaires. Et dans le cadre des marchés publics, un avenant validé au préalable par le maître d'ouvrage est un indispensable. La deuxième difficulté que nous soulevons concerne l'évaluation imprécise des prestations complémentaires, qui seraient mal définies ou trop faiblement quantifiées. Et si l'architecte ne les détaille pas explicitement dans un avenant, il risque de se heurter à des contestations du maître d'ouvrage sur la nécessité et le coût des prestations envisagées. Si l'architecte ne les détaille pas explicitement dans un avenant, il risque de se heurter à des contestations du maître d'ouvrage sur la nécessité et le coût des prestations complémentaires envisagées. La troisième difficulté, enfin, que nous relevons, concerne justement les contestations des clients. En effet, il arrive fréquemment que le maître d'ouvrage conteste le paiement de prestations complémentaires en soutenant que ces prestations étaient incluses dans la mission initiale ou que ces prestations résultent d'erreurs ou d'imprévus que l'architecte aurait dû anticiper. L'architecte se retrouve donc dans une position où il doit justifier le bien fondé de ces prestations additionnelles afin de pouvoir en obtenir le paiement. En résumé, les difficultés des architectes liées au paiement des prestations complémentaires découlent principalement d'un manque de formalisation, de sécurisation contractuelle, des contestations du maître d'ouvrage et des imprévus inhérents à tout projet de construction, que ce soit en marché public où le formalisme est plus accru, ou en marché privé où les relations entre le client et le maître d'ouvrage sont plus flexibles. Une gestion rigoureuse des avenants et une anticipation des éventuelles modifications de projet sont essentielles pour sécuriser le paiement des prestations complémentaires. Pour minimiser les difficultés relevées, quelques conseils. Il est recommandé d'une part de définir clairement dans le contrat initial ce qui est inclus dans la mission de l'architecte et de prévoir la possibilité d'envisager ultérieurement des prestations complémentaires en cas de besoin. Et il est recommandé d'autre part d'établir systématiquement un avenant au contrat initial pour ces prestations complémentaires dans lequel il serait détaillé leur nature, leur incidence éventuelle sur le projet, le montant des honoraires correspondants, les délais d'exécution, ainsi que les modalités de paiement. À noter enfin que cet avenant écrit doit être préalablement et nécessairement validé par le maître d'ouvrage afin d'éviter toute contestation future. C'est la fin de ce nouvel épisode de Perspectives d'architecte. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Nous espérons que cela vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous contacter. Dans le prochain épisode, nous aurons le plaisir d'accueillir Aurélie Durand, architecte chez Enacte Architecture. C'était Perspectives d'architecte, le podcast sur les architectes pour les architectes par Asten Avocat.